Que se passe-t-il au Liban? Comme on le sait, la nuit dernière, il y a eu de nombreuses attaques, d'ailleurs menées par les Israéliens contre des civils libanais. 4 soldats israéliens ont été tués hier. Et ensuite, il y a eu une attaque, une escalade dans le sud du Liban. D'après les dernières informations, 47 personnes ont été tuées et 97 ont été blessées. Et les combats continuent. Parce que ces 2 dernières heures, on parlait d'un possible cessez-le-feu. Mais il n'y en a pas. Plusieurs responsables israéliens, interrogés par les chaînes 12 et 15, donnent des versions différentes à propos de ce cessez-le-feu. Mais après tout, la réalité, c'est que le cessez-le-feu, comme vous le rappelez à chaque fois, a des caractéristiques israéliennes. Il ne se soucie pas vraiment d'un cessez-le-feu. Et c'est ça, la réalité de ce qui se passe. Ce qui a été particulièrement choquant aujourd'hui, c'est cette publication de Ben Gvir. Dans ce message, il dit que pour chaque larme d'une mère israélienne, 1000 mères libanaises doivent pleurer, que tout le Liban doit brûler. Avec tout le respect que je dois aux Américains, Israël doit faire comprendre au monde entier que le sang de nos fils et la sécurité de nos citoyens ne sont pas négociables. Tout le Liban doit brûler. Notre devoir suprême, c'est de protéger les citoyens d'Israël et les soldats de Tsahal. Et cet engagement demande oui. Ça passe avant toute autre considération. Au-delà de toutes les autres considérations, j'ai dit au Premier ministre, même en privé, pour chaque larme d'une mère israélienne, 1000 mères libanaises doivent pleurer. Assez de ce ping-pong au Moyen-Orient. On ne gagne pas avec des réponses mesurées et de la retenue. Il faut devenir fou, tout raser, écraser la terreur. C'est incroyable, le ton et les mots qu'il emploie, et c'est un responsable israélien, en pleine guerre. Alors comment comprendre ce qui se passe? Monsieur l'ambassadeur, nous avons un protocole d'accord. Les 2 parties essayent d'avancer d'une manière ou d'une autre, et pendant ce temps, on voit ce qu'Israël fait au Liban. Eh bien, je pense que le langage de Ben Gvir ressemble beaucoup à ce que les nazis auraient pu dire pour justifier la résistance à leur propre agression en Europe de l'Est contre l'Union soviétique et la France. Et c'est un signe du niveau auquel Israël est tombé, qu'un ministre puisse se permettre de faire une remarque aussi effroyable. D'un autre côté, je soupçonne qu'il y a en Iran des gens qui ressentent exactement la même chose face à la manière de répondre aux violations israéliennes de toute tentative de paix dans la région. Après tout, si 1000 mères libanaises doivent pleurer, alors j'imagine qu'il y a des gens qui diront que les Israéliens méritent davantage de châtiments. Ce qui se passe, en réalité, était tout à fait prévisible. Les Israéliens n'ont jamais accepté d'être liés par un accord américain avec l'Iran. Ce sont eux qui ont entraîné les États-Unis dans cette guerre. Ils ont sous-traité aux États-Unis ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Quand il s'est avéré impossible d'y parvenir, ils ont voulu continuer. Ils veulent que les États-Unis poursuivent dans cette voie. Et ils ont clairement fait savoir qu'ils sont prêts à faire échouer tout accord de paix avec l'Iran. Leur exigence, c'est la destruction de l'Iran. Et aujourd'hui, on voit un niveau de virulence dans le dialogue américano-israélien qu'on n'avait encore jamais vu. Israel Hayom, le journal financé par les Adelson, Myriam Adelson, un outil de propagande pour Benjamin Netanyahou, a condamné le président Trump, l'accusant d'avoir trahi Israël. C'est sa plus grande donatrice aux États-Unis. Elle est citoyenne israélienne. Donc il est très clair que les sionistes prennent leur distance avec l'administration Trump. Ce qui n'est pas clair en revanche, c'est si Trump est prêt à rompre avec Israël. Parce qu'en réalité, le genre de déclaration que vous venez de citer de Ben Gvir et d'autres propos tenus par des porte-paroles israéliens invitent le président à couper les ponts avec Israël, à mettre fin au soutien américain à Israël.
pull the plug on Israel, to stop the support of Israel. These people have had the impression that they are Ces gens ont eu l'impression qu'ils avaient droit au soutien américain, quoi qu'ils fassent, et qu'ils pouvaient se permettre de violer les intérêts des États-Unis au nom de leur propre vision, complètement erronée de leurs intérêts. Je pense donc que Donald Trump se retrouve aujourd'hui face à un dilemme terrible. Ses donateurs sionistes, issus du monde des affaires, se sont retournés contre lui. L'establishment israélien est contre lui. Weisselberg et Kushner, qui ont raté toutes les négociations qu'ils ont tentées, sont maintenant accusés par les Israéliens d'avoir trahi leurs liens sionistes. Et aux États-Unis, on se moque d'eux, à juste titre, je crois, parce qu'ils n'ont aucune idée de la manière de conclure un accord à l'international. La guerre et la paix, finalement, ce ne sont pas des transactions immobilières. War and peace are not real estate deals, it turns out. En attendant, bien sûr, Donald Trump fait face à la poursuite, voire à l'accélération, de la hausse des prix du pétrole et du gaz, surtout du pétrole, et donc de l'essence à la pompe dans les stations-service américaines. Parce que, même si le commandement central a annoncé la fin du blocus américain, il n'est pas simple de remettre en route les navires restés bloqués dans le golfe Persique. Leurs moteurs doivent être redémarrés avec précaution après 4 mois d'immobilisation. Le pétrole contenu dans les tankers s'est probablement dégradé à cause de la chaleur et de l'humidité du golfe. Il faudra le tester et peut-être le mélanger pour qu'il soit à nouveau acceptable pour les acheteurs. Les acheteurs eux-mêmes doivent avoir accès aux ports, qui sont déjà programmés. Donc il se peut qu'il n'y ait pas de quai disponible pour ces navires, même s'ils peuvent se déplacer par leurs propres moyens. Il y a aussi des mines, apparemment, à retirer du détroit d'Ormuz par l'Iran. Ce n'est pas une tâche simple. Il faut soit faire exploser les mines, soit envoyer des plongeurs pour les désactiver et retirer la fusée. D'ailleurs, les coques des navires sont sans doute couvertes de coquillages, d'algues et de toutes sortes de saletés, ce qui les ralentira encore plus. Il leur faudra environ 5 à 6 semaines s'ils parviennent à sortir du Golfe pour livrer réellement le pétrole qu'ils ont stocké dans leurs réservoirs. Ce que ça veut dire, c'est que d'ici 2 ou 3 semaines, quand les réserves de pétrole des États-Unis seront épuisées et que le marché mondial du pétrole n'aura plus de marge grâce à ces surplus, on va assister à une flambée massive des prix du pétrole et de l'essence. Et ça, politiquement, c'est catastrophique pour Donald Trump aux États-Unis. Il est vraiment en difficulté. Il a perdu sa principale base de soutien politique sioniste. D'une certaine manière, il est, au moins sur le plan rhétorique, en guerre avec Israël. Il fait face à une humiliation politique. Et les gens disent, à juste titre, que, enfin, je ne sais pas, on appelle ça une trêve ou un cessez-le-feu. C'est en fait une nouvelle tentative de désescalade des combats entre l'Iran et les États-Unis et aussi une tentative de désescalade avec Israël. Mais tout ça continue, donc ce n'est pas fini. Et maintenant, on fait face à ce que j'appellerais la guerre après la guerre, c'est-à-dire une négociation. Les négociations à Genève ont été reportées à cause de la poursuite des combats au Liban, contrairement à l'accord que les États-Unis avaient conclu avec Israël. La question, c'est de savoir si les États-Unis vont faire respecter cet accord face à Israël. On n'a pas la réponse. Mais je pense que Donald Trump mérite un peu de compassion vu la position dans laquelle il s'est lui-même mis. Nous avons la chaîne israélienne 15. Elle dit que si le Hezbollah tente de s'opposer aux avancées israéliennes dans le sud du Liban, Israël se défendra et ripostera. C'est l'équation qu'ils ont eux-mêmes créée. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est « nous nous défendons ». Ils nous attaquent, nous nous défendons. Mais la question c'est,
Dans quel endroit se défendent-ils exactement? Est-ce au Liban occupé? No, it's not even occupied. I mean, they are actively trying to Non, advance ce n'est même against pas resistance. occupé. Je veux dire, ils essaient activement d'avancer face à la résistance, et ensuite ils disent que la résistance est criminelle. Et le fait que des gens résistent leur servirait de justification pour tuer des civils. Les chiffres que vous avez donnés, c'est exactement ce qu'on appelle du culot. C'est un peu comme l'histoire classique du garçon qui tue ses parents et qui dit ensuite au tribunal « Soyez indulgents, parce que maintenant je suis orphelin. Soyez gentils avec moi, je suis orphelin. » C'est ce même type de raisonnement qu'Israël applique, et ça ne tient pas. Et je pense que J.D. Vance a raison de dire qu'en attaquant Donald Trump de cette manière, les Israéliens prennent le risque de perdre le dernier ami qu'ils ont sur la scène internationale. Parce qu'aujourd'hui, Israël est devenu un État paria. C'est pour reprendre l'expression « le vilain petit canard de la fête ». Personne ne veut d'une fête où Israël serait invité. Donc je trouve que le niveau d'arrogance, cette forme d'hubris que des gens comme Ben Gurion incarnent, est stupéfiant. Et cela rappelle que dans la tragédie grecque, la cause du drame, c'est toujours l'hubris, l'orgueil démesuré, l'incapacité à voir ses propres fautes. Et Israël illustre parfaitement la justesse de cette idée grecque. En Iran, certains critiquent le protocole d'accord parce qu'ils estiment que s'ils perdent leur domination ou en quelque sorte leur contrôle du détroit d'Ormuz, ils n'auraient plus aucun levier sur les États-Unis pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Liban. Selon eux, la seule raison pour laquelle les États-Unis négocient avec l'Iran ou essayent de faire quelque chose, c'est justement la pression que le détroit d'Ormuz exerce sur l'économie mondiale et sur les réserves de pétrole américaines. Et plus tard, on voit l'administration Trump. Vous savez, on a tous suivi Donald Trump et son gouvernement. C'est nouveau. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment nouveau. Donald Trump attaque Benjamin Netanyahu. On a vu J.D. Vance déclarer hier soir que les Israéliens doivent faire preuve de bon sens, qu'ils doivent se réveiller et prendre conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. Selon lui, c'est leur dernier moment. Il a dit que les États-Unis leur fournissent les 2/3 des armes qu'ils utilisent et qu'ils ont utilisées dans la guerre contre le Liban. Voilà la réalité. Et moi, je ne vois pas les Européens prêts à participer à une guerre directe, quelle qu'elle soit, contre les Iraniens. Non, je ne pense pas que les Européens vont réagir à ça. Pas du tout. Et bien sûr, c'est intéressant, enfin, plus qu'intéressant, c'est très révélateur que quand les États-Unis ont demandé de l'aide pour la situation dans le détroit d'Ormuz et l'attaque contre l'Iran, personne n'est venu. Personne n'a répondu à cet appel. Pas un seul pays. Israël était le seul partenaire des États-Unis. Et en réalité, ce n'était pas vraiment un partenaire, parce que Israël profitait surtout de l'assaut contre l'Iran pour étendre son territoire au Liban et en Syrie. Donc je pense que les Israéliens doivent vraiment se réveiller et reconnaître qu'ils ont perdu la guerre. Et les États-Unis, leurs partenaires dans cette guerre, l'ont perdu aussi. Et je n'arrive pas à imaginer. J'ai vécu la chute de Saïgon, la fin de la guerre du Vietnam. Quel levier les États-Unis avaient-ils alors sur le gouvernement vietnamien? Aucun. Donc en gros, quand on perd une guerre, il faut s'attendre à devoir ajuster ses politiques et ses relations pour tenir compte des dégâts qu'on a causés. Et cette guerre, c'est un désastre sous tous les angles. Je ne vois aucun avantage qu'elle ait apporté à qui que ce soit. Ça a été désastreux pour l'Iran, à cause du nombre de morts civiles et de l'ampleur des destructions. Ça a été catastrophique pour la direction iranienne, à tous les niveaux. Oui, les dégâts ont été énormes, vraiment énormes.
It has been disastrous for the Gulf. Mais ça a été désastreux pour les pays du Golfe à cause de leur alliance avec les États-Unis. Et, dans le cas des Émirats arabes unis et de Bahreïn, à cause de leur rapprochement avec Israël. Ils ont été clairement avertis. Si ces alliances se poursuivent, l'Iran se réserve le droit de les attaquer. L'Iran a accepté de ne frapper personne pendant 60 jours, à condition qu'un cessez-le-feu soit instauré au Liban. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord. Israël empêche délibérément l'application des termes de ce protocole d'accord. On pourrait presque l'appeler un mémorandum d'incompréhension, un MCUIM au lieu d'un MOU, parce qu'il est évident qu'il n'y a pas de véritable compréhension derrière tout ça. Mais je reviens au point que vous avez soulevé. But I come back to the point that you made. 2/3 of Israeli weaponry is Les 2/3 de l'armement israélien viennent des États-Unis. Les systèmes d'interception de missiles, le dôme de fer, Arrow et la fronde de David, ces 3 programmes ont tous été financés et développés conjointement par les États-Unis et Israël. Ce ne sont pas des produits de l'économie israélienne seule, ce sont des dons du peuple américain. Ce sont les contribuables américains qui les ont payés. Et cet appui peut être interrompu. Je pense qu'Israël est sur le point de découvrir qu'il n'a pas droit à un chèque en blanc de la part des États-Unis. Les États-Unis ne sont plus disposés à faire cela, compte tenu du désastre dans lequel Israël nous a entraînés. D'abord en soutenant le génocide à Gaza, maintenant en soutenant la violence au Liban, et bien sûr avec cette guerre désastreuse contre l'Iran qui s'est terminée en apportant de nombreux avantages à l'Iran. which has ended with many benefits for Iran. People say, well, if this were a football match, Les gens disent souvent, si c'était un match de foot, l'Iran 1, les États-Unis 0. we were honest, we would say, Si on est honnête, on doit reconnaître que l'Iran sort de tout ça avec de nouveaux avantages, un nouveau levier. Le détroit d'Ormuz. Le pays a suspendu tout ajustement nucléaire, toute évolution de sa politique nucléaire, pour 60 jours. Mais après ces 60 jours, s'il n'y a pas d'accord, est-ce que l'Iran sera encore lié par une promesse de ne pas fabriquer d'armes nucléaires? Sur quelle base? Il n'y en aurait aucune. Donc pendant ces 60 jours, l'Iran dispose d'un vrai pouvoir de pression. Et on ne peut pas l'ignorer. Israël peut dire tout le mal qu'il veut de l'administration Trump et des États-Unis. Mais la réalité, c'est qu'il dépend des États-Unis. Et les États-Unis, d'une certaine manière, dépendent eux aussi de l'Iran. the United States, and the United States, in many ways, is at the mercy of Iran. I think the options for Donald Trump are so Je pense que pour Donald Trump, les options sont, il n'a vraiment aucune bonne option en ce moment. on one side. D'un côté, il y a ceux qui l'ont soutenu, les sionistes, comme vous l'avez mentionné, la famille Adelson et tous ces gens-là, les sionistes ou les partisans d'Israël, les pro-israéliens. Ils ont beaucoup investi dans sa campagne et il faisait partie de son administration. Rubio, par exemple, vient de ce type de soutien, celui d'Adelson. Donc ça, c'est un côté. De l'autre, les États-Unis doivent tout sacrifier pour soutenir Israël. Absolument tout. Vous savez, ils se mettent à dos tous leurs alliés en Asie de l'Ouest et même au-delà. Le Japon, la Corée du Sud, les pays du CCG, les Européens souffrent énormément. Et puis, si on regarde la situation en Afrique, elle ne fait qu'empirer avec le temps, surtout avec ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz. As time goes by with the case of the Strait of Hormuz, you see nowhere is feeling good. The United States. Vous voyez, rien ne va vraiment bien en ce moment. Les États-Unis, l'économie, l'Iran, l'économie iranienne ne se porte pas très bien. Et c'est pareil pour les États-Unis. Dans 4 semaines, toutes les réserves de pétrole américaines seront épuisées, complètement, en 4 semaines. Ce sont des problèmes énormes. Et puis d'un autre côté, le système politique américain, on va avoir les élections de mi-mandat et juste après, la présidentielle de 2028. Ce sont des enjeux importants pour Donald Trump. Mais en Israël, personne ne semble s'en soucier. Tout ce qu'ils veulent, c'est la poursuite de la guerre, l'occupation au Liban. Et ils ne se préoccupent pas de l'administration Trump ni des difficultés qu'elle rencontre. The Trump administration and the difficulties they're facing. Well, I think, Donald Trump really resembles the Israelis. Eh bien, je pense que Donald Trump ressemble beaucoup aux Israéliens, à bien des égards.
Je veux dire, il met son ego et son intérêt personnel avant celui de son pays. Et les Israéliens, clairement, s'imaginent que tout le monde leur doit quelque chose. Je crois que les gens n'acceptent plus ça aujourd'hui. Et vous savez, en tant qu'Américains, on voit une dégradation évidente de notre système constitutionnel et de nos libertés qu'on peut relier à notre relation malsaine avec Israël. Aujourd'hui, les gens commencent à parler ouvertement de l'USS Liberty, où un grand nombre de marins américains ont été délibérément tués par les Israéliens, qui ont tout fait pour couler le navire avec des avions non identifiés. Ils savaient très bien de quoi il s'agissait. Et maintenant, les gens en parlent ouvertement. Now people are talking openly about that. We may even have a discussion of 9/11, which On pourrait même avoir une discussion sur le 11 septembre. Vous savez, la réaction des États-Unis a été largement influencée par la Hasbara israélienne, cette propagande visant à dédouaner Israël. Les attentats du 11 septembre ont été une conséquence directe des politiques américaines envers la Palestine et plus largement envers les musulmans, des politiques inspirées de celles d'Israël. C'est à ce moment-là que le processus d'érosion de notre Bill of Rights a commencé, avec cette obsession sécuritaire qui s'est installée aux États-Unis. Et aujourd'hui, on en est là. On a vu des manifestations contre le génocide qui ont été condamnées comme étant soi-disant de l'antisémitisme, comme si pour être favorable aux Juifs, il fallait être favorable au génocide. Franchement, s'il y a un groupe dans le monde qui devrait être particulièrement sensible à la nécessité de s'opposer au génocide, ce sont bien les Juifs, où qu'ils soient. Et il faut le reconnaître, beaucoup de Juifs américains s'opposent fermement à la politique israélienne. Mais vous savez, la rupture se prépare depuis longtemps. En fait, les bases d'un désaccord entre les États-Unis et Israël se construisent depuis un bon moment, un quart de siècle au moins, peut-être même davantage. Et vous savez, Israël prend un risque énorme, exactement comme ce qui est arrivé au royaume croisé aux XIe et XIIe siècles. Ils se sont effondrés quand le soutien étranger a disparu. Israël joue à un jeu qui pourrait lui coûter son existence. Et qui est responsable de ça? On pourrait aligner tout le cabinet israélien sous Netanyahou et trouver des raisons de les juger tout coupables du désastre qu'ils ont infligé à leur pays. Moi, je pense que Donald Trump ne se préoccupe que de son propre intérêt, pas de celui des États-Unis ni d'Israël. Israël, de son côté, ne pense qu'à sa propre survie, pas à celle des autres. Et ça, ce n'est pas une base solide pour un soutien durable de qui que ce soit. for sustained support from anyone.